passer la parole à François-Michel Lambert. Donc, monsieur le député, vous êtes réputé visionnaire. Hein. Vous êtes très connu dans la profession au plan national pour avoir fondé avant tous les autres, avant tout le monde, l'Institut national de l'économie circulaire. Je pense à mes amis de Rêve 3 dans la salle. Voilà, nous avons quelques minutes pour vous entendre et vous écouter sur ces sujets-là. Tout d'abord, la supply chain circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'anticipation, mais ça veut dire quoi la supply chain circulaire pour vous? Merci Laurent, tu me tutoyais habituellement. J'espère que ce sera aussi dans le tutoiement comme tu l'as fait pour Yann. Promis. Isabelle, merci. Et de dire que j'ai été député 2012-2022. Je voudrais tout d'abord saluer ce que vous portez, puisque j'ai présidé la Commission nationale logistique rattachée au gouvernement en 2015-2018, dans lequel nous exprimions que la logistique supply chain est un formidable levier pour atteindre les objectifs politiques. À l'époque, c'était ceux de la COP 15, qui sont toujours d'actualité sur le climat. Depuis, il y a d'autres objectifs politiques, notamment la réindustrialisation qui est en train de se faire, notamment ici dans les Hauts-de-France. Elle ne se fera pas si le pouvoir public ne comprenne pas qu'il faut le levier logistique supply chain pour organiser ces gigafactories. Et quand je vois ce que vous faites ici, Aura Logistique, je me dis mince, c'est ce dont nous avons besoin au niveau national. Je voulais prendre quelques secondes pour le saluer. La supply chain circulaire, alors de façon plus globale, effectivement, porte le sujet de l'économie circulaire. Très rapidement, l'économie circulaire, c'est aller bien au-delà du recyclage, du réemploi. C'est être dans la capacité à intensifier les usages des matières premières, des objets, de tout ce qui est disponible, faire plus et mieux avec moins, c'est-à-dire l'objectif 12 du développement durable des Nations Unies, l'ODD 12, qui dit bien que nous ne pouvons pas continuer, comme l'a dit Yann tout à l'heure, avoir une croissance de consommation de matière qui est élastique à la croissance de PIB qui incarne plus ou moins la croissance de bien-être commun. La planète a des ressources finies. À un moment donné, on va taper dans le dur. Certains disent que, par exemple, nous n'aurons plus la capacité à extraire du cuivre d'ici 15 à 20 ans de la planète. Il en restera, mais il sera trop coûteux environnementalement, trop coûteux d'un point de vue économique. Donc, nous allons rentrer d'ici 20 ans, et pour le reste de ce qui existe de l'humanité, à fonctionner avec tout le cuivre qui aura été extrait depuis les temps anciens. Et donc, il va bien falloir se poser la question de l'usage de ce cuivre et de l'orienter vers une intensification d'usage. Par exemple, il est aberrant de plus en plus d'utiliser du cuivre pour faire circuler de l'eau dans les bâtiments, alors que le cuivre doit être réalloué sur des nouvelles technologies autour de l'électrique, etc. C'est ça, une approche économie circulaire. Donc, je pose les bases. Et derrière, je suis face à des expertes et des experts, hein, des sachants, des gens d'expérience qui se disent mais Yann l'a bien dit tout à l'heure, c'est absolument pas le modèle que nous affinons tous les jours. Il va bien falloir repenser tout ceci. Avec le cabinet Sitwell, nous avons porté un plaidoyer, c'est toujours difficile de le dire comme ça, qui est le premier du monde occidental qui prend en compte, parce que je n'ai pas regardé le monde oriental, je ne parle pas assez bien les langues asiatiques, qui prend en compte une approche par la supply chain pour atteindre ces objectifs du développement durable, le fameux ODD 12 des Nations Unies, et qui démontre qu'il y a quand même un sacré bouleversement à mettre en œuvre. Nous devons bien repenser, revoir la façon dont on réalloue en permanence l'usage des matières, l'usage des produits, comment on va chercher de plus en plus de valeur, de la haute circularité, sans rajouter un gramme. Et on a déjà des exemples qui sont assez opérationnels et d'autres qui sont inventés. Ce rapport, vous pourrez, ce plaidoyer, le trouver sur le site notamment de l'Institut national de l'économie circulaire. Et nous avançons sur ce sujet. Ça veut dire finalement que, selon toi, il faut tout repenser. Et quand on est une entreprise, on démarre par quoi? Quelles étapes? Qu'en penses-tu? C'est encore un chemin, notamment sur la recherche, j'imagine. Oui, effectivement.
On a défini dans ce rapport la supply chain linéaire. C'est une supply chain de dimension, comme Yann l'a précisé. Je prélève les matières premières, je les transforme, j'en fais des produits finis, je distribue, j'utilise plus ou moins ces produits et je gère tant bien que mal la fin de vie avec quelques retours de recyclage ou de réemploi. La supply chain circulaire, c'est une approche en 4 dimensions. On a toutes ces boucles spatiales de retour. Par exemple, il faut intensifier l'usage, c'est-à-dire que si je prends une voiture, avant même de penser à la recycler, à la réemployer, voire la vendre d'occasion, mettre 2, 3, 4 personnes à bord de la voiture, c'est ça l'intensification, 1 tonne de matière, mais 3 fois plus de services si on met 3 personnes au lieu d'1 personne à bord. C'est la capacité effectivement à réallouer la voiture à d'autres usagers, à récupérer des composants pour les remettre, pourquoi pas sur des voitures neuves. C'est déjà des stratégies qui se développent dans les groupes automobiles. Et évidemment recycler. Donc ça, ce sont les boucles spatiales. Et la 4e dimension, c'est la dimension temporelle. C'est-à-dire que malgré tout ceci, la question doit être posée, et malheureusement l'actualité est devant nous. On l'a déjà eu par le Covid, par la crise des approvisionnements, par la guerre en Ukraine, maintenant le conflit qui peut s'étendre, qui se passe au Moyen-Orient. La question de la disponibilité des matières et des tensions qui sont sur les matières, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut complètement remettre en cause. Et je reviens sur mon cuivre. Peut-être qu'à un moment donné, du cuivre que vous pensez utiliser à un bon escient, votre produit n'est pas en fin de vie, etc., etc. Sauf que ce qu'il apporte comme bien commun là où il est dans votre produit est moins intéressant que ce qu'il pourrait être dans un autre. Comme on est en tension et en pénurie, eh bien, il faut trouver à arrêter d'utiliser le cuivre ici dans ce produit et le réallouer. Et donc c'est cette capacité, on a besoin de structures comme Generix, de pouvoir intégrer aussi cette dimension temporelle et de pouvoir projeter au loin. Pour le cuivre, pour être très clair, alors certes, ça coûte cher, mais ce n'est pas que pour ça qu'aujourd'hui, Orange est en train de démanteler d'ici 2030 tout le réseau téléphonique cuivre. Le coût, c'est à peu près 1 milliard. Le retour sur investissement, c'est 8 milliards. Et donc, dans la prochaine décennie, on n'utilisera plus le cuivre pour le téléphone. On utilisera le cuivre pour d'autres usages. Pourtant, ceux qui ont mon âge savent que c'était merveilleux de recevoir le téléphone à la maison grâce à ce cuivre et grâce à ces réseaux. Eh bien, cette même kilo de cuivre, cette même tonne de cuivre aura beaucoup plus de biens communs à apporter dans d'autres usages. Pour les entreprises, eh bien, ça commence par déjà connaître toutes les matières premières, tous les produits qui sont dans les produits, dans ce qui est dans son périmètre. Je dirais presque faire un scope 1, scope 2 déjà. Vous le faites évidemment pour le CO2, vous allez jusqu'au scope 3 de façon volontaire ou parce que vous êtes obligé par la loi, par le décret dit BGES, bilan des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, la même chose en scope 1 et scope 2 déjà, de toutes les ressources que vous avez, de vous re-questionner sur l'intensité d'usage de ce que vous faites de ces ressources. Est-ce que je n'ai pas une immobilisation? Est-ce que là, effectivement, on a un taux d'engagement de 5-10% et comment je peux aller plus loin et commencer des relations aussi avec ses clients. Et on revient sur ce que disait Yann, l'expertise, la capacité supply chain, d'avoir ce recul et de voir du fournisseur, de mon fournisseur, de mon fournisseur, de mon fournisseur, jusqu'au client, du client, du client, de mon client, etc. est crucial dans cette stratégie. C'est ce que nous portons avec supply chain circulaire. On ira télécharger ce plaidoyer de l'excellent cabinet Sitwell. Sauf à être passé à côté, tu utilisais aussi l'image de la cartouche et des plombs. Je trouve que c'était bien pratique pour pouvoir mémoriser tout ça et puis pour bien illustrer ton propos. C'est une métaphore que j'ai essayée avec toi. Apparemment, elle convient, elle est toujours un peu délicate. Merci de la rappeler. L'économie linéaire, c'est cette performance qui permet... on va faire abstraction de pour ou contre la chasse, qui permet aux chasseurs de petits oiseaux de tirer une salve de plomb et 1 ou 2 plombs vient tuer l'oiseau, il récupère l'oiseau, il fait attention au plomb. Et ça, c'est l'économie linéaire. Une performance incroyable. De la mine de plomb jusqu'à ce que les plombs partent à travers le coup de fusil dans la cartouche, etc.
une approche des circulaires serait de dire, eh bien, tu vas me récupérer tous les plombs et on va les faire remonter. Donc on voit bien que ça n'existe pas et que d'autres approches doivent être conceptualisées pour toujours, si l'objectif est, de tuer un oiseau au cours d'une chasse. Et c'est un peu aussi ces bouleversements qui sont devant nous. Pour répondre plus fortement effectivement à ce que tu disais tout à l'heure, ce sont des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Alors le temps est court et long. Il est court à l'échelle d'une vie d'une entreprise. Ce sont des choses qui seront courantes dans 5 ou 15 ans, comme réflexion, comme approche, etc. Mais ça reste long dans un quotidien que l'on peut avoir. Mais il me semble aujourd'hui qu'avoir des indicateurs sur quelles sont les matières premières qui sont dans mon périmètre et quel est le taux d'usage, et puis commencer par des matières qui sont en tension ou qui vont être en tension, est un élément stratégique. Pour finir, pardon Laurent, ce sont des réflexions très premières. La publication date du SITL, nous l'avons depuis maintes fois présenté, et elles sont assez fragiles, et donc nous sommes en train, notamment avec France Supply Chain, de poser les bases d'une réflexion pour monter une structure dédiée dans laquelle, lorsqu'elle aura une certaine consistance, permettre à tout un chacun de participer à des réflexions, soit par des apports d'expérience, d'intelligence, soit par la volonté d'être des espaces d'expérimentation. On est vraiment au début, et je sais qu'Aurora Logistique a la volonté d'être partie prenante de cette dynamique. Et je reviens à ce que je disais au tout début, j'ai ici à Aurora Logistique ce que j'attends au niveau au moins national, donc continuez comme ça. Bon, on essaiera d'être digne, de confiance. Merci à toi, on t'écouterait tes heures.